Alors bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. On fait donc ici la première émission de l'année, comme d'habitude avec Charles. L'année change mais pas ça, donc ça au moins ça reste une valeur sûre. Le décor a changé parce qu'il y en a certains d'entre vous qui gueulaient contre le radiateur quand vous voyez plus en disant qu'il était horrible. Donc on a essayé de vous enlever le radiateur de la vue. Donc, voilà, c'est un truc important dès le départ. On a décalé un petit peu le tournage. Tout d'abord, est-ce que les vacances étaient bonnes, Charles ? J'ai été dans le Canada, l'ouest du Canada, au-dessus de Whistler. Il faisait très beau, mais moins 22. Ouais, c'est sûr. Donc je suis assez peu sorti, mais c'était très bien. Et bah, moi aussi, je suis assez peu sorti parce que pile le soir du 24, j'ai eu des symptômes du Covid. Du coup, quelques jours après, j'ai fait un autotest donc, qui s'est révélé positif. Donc j'ai été au lit, interdit de sortir pendant pas mal de jours. Donc j'ai vécu un jour sans fin, parce que quand on vit dans son lit, tous les jours se ressemblent, et puis en plus de ça, il n'y avait vraiment pas une actualité très riche. Donc fort heureusement, notre président de la République nous a sauvés avec sa petite déclaration. C'est peut-être la première fois que je suis reconnaissant, parce que sinon on n'allait pas pouvoir parler de grand-chose dans cette émission. On a pu arrêter tout de suite en disant « on n'a rien à vous dire ». Donc... C'est ça, on fait une émission de 2 minutes pour dire « alors voilà, on n'a rien à vous dire aujourd'hui, on reviendra la semaine prochaine, on verra s'il y a un petit peu plus de trucs ». Donc il y a eu quand même deux, trois infos. Alors peut-être on peut commencer en actualité internationale. Petit truc rigolo. C'est passé assez inaperçu en France, mais Joe Biden, dans ses vœux pour l'année 2022, a dit qu'il était assez optimiste pour l'année à venir 2020. Et du coup, au mieux, c'est une faute d'inattention. Au pire, ça témoigne de son niveau de sénilité. Donc voilà, c'est drôle. Il nous souhaite une bonne année 2020. Il est 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière, c'était un moment où peut-être il pensait encore, je sais pas, ou du moins il avait des idées qui s'enchaînaient qui étaient à peu près normales. Peut-être, je sais pas, mais de toute façon, ce cher homme, je crois que c'est le seul qui fasse des conférences de presse où il ne répond pas aux questions des journalistes. Donc c'est assez vite vu, donc il vient, il lit les textes qu'on a préparés et puis il s'en va. ouais. C'est quand même... Du coup, on peut peut-être ne pas appeler ça une conférence de presse, parce que du coup, la presse dans le processus, elle est un petit peu évincée, quoi. Oui, mais c'est pas qu'elle a été très curieuse sur ce qui intéressait Biden, donc... C'est sûr. Mais alors sinon, pour revenir, pour rester sur Biden, là, on arrive au terme de 1 an de son mandat. Mm-hmm. Donc, quel bilan tirer pour vous de ces 1 an de cette année de présidence de Biden ? Eh ben, c'est que les 3 ans qui suivent vont être longs. Hein. Parce que déjà, la première année, ça a été... ça passe pas vite, ouais. Ça passe pas vite, et puis il y a eu une série de catastrophes auxquelles on pouvait s'attendre. Mais enfin, donc, je me dis, encore 3 ans, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des élections dans 1 an, un peu moins. Et que peut-être à ce moment-là, les Américains ne voteront plus par correspondance, et donc il y aura peut-être un vote qui sera un peu plus normal que le précédent. Oui. Et donc, à ce moment-là, le Biden pourra prendre une retraite bien méritée, mais il restera dans la Maison-Blanche, mais il sera... D'autant plus, ce serait rigolo si, par exemple, Trump se présentait à la Chambre des représentants, ouais. Et qu'il ait été élu le patron des républicains, parce qu'à ce moment-là, ce serait le 3e personnage de l'État, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il suffirait d'empêcher Biden et Kamala Harris, et ce serait lui qui serait le président. Ce serait assez drôle, quoi. C'est une blague, mais ça pourrait se produire. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette organisation pour Trump, parce qu'effectivement, il a pas de véritable rôle légal, sauf que quand même de là où il est, avec ses réseaux sociaux qui lui restent, donc hors Twitter et Facebook. Mais il a monté des parallèles dans lequel il passe. Ouais. Qui marchent bien, et qui d'ailleurs vont être cotés en bourse sans doute, et lui rapporter énormément d'argent, ce qui serait assez rigolo. Ouais, et qui pourrait du coup l'enrichir un petit peu, parce qu'il a perdu pas mal il a perdu quelque chose comme 7 ou 8 milliards. C'est la première fois qu'un président des États-Unis perdait de l'argent en étant président. Ouais, il a vraiment perdu beaucoup, puisque du coup il pouvait plus s'occuper de ses entreprises. Et effectivement, il semble totalement diriger le parti. De toute façon, dans toutes les enquêtes d'opinion, selon les républicains, il n'y a personne qui arrive à la cheville. Il y a le gouverneur de Floride, DeSantis, oui, qui sort un peu. Un petit peu, Qui ferait un très bon vice-président, mettons.
Ouais, mais quand même, il est très bas dans les enquêtes d'opinion comparé à Trump en termes de puissance de leadership sur tout l'électorat républicain. En plus, ça, Trump a l'air, même s'il a maintenant un âge assez avancé, il a l'air en forme. On peut avoir l'âge de Trump et être pas complètement gâteux. Hein, oui, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence... Je dis ça parce que j'ai son âge. Vous, c'est pas votre cas, mais par exemple, Biden, c'est un petit peu mais Biden, il était déjà pas très malin quand il était jeune. Donc, ouais. Très méchant et pas très malin. Donc, je crois que les gens méchants, finalement, ils vieillissent mal. Ça peut être une bonne morale, effectivement. C'est ce qu'on peut souhaiter. Mais alors du coup, l'actualité en dehors de ça, elle était assez pauvre, même d'ailleurs du côté de Zemmour, où d'habitude ça s'agite beaucoup, il se passe plein de trucs, il y a pas grand-chose. D'ailleurs, il a déclaré récemment qu'il stagnait aux alentours des 300 signatures. Donc déjà, je me rappelle qu'il y a 2 ou 3 émissions, on parlait déjà de ça, de cette question des signatures et du fait qu'il était entre 250 et 300, selon les équipes. Et alors, cette question des signatures, selon vous, est-ce que c'est Zemmour qui est fautif, il fait pas les choses bien, ou est-ce que il faut changer la loi, soit baisser le nombre de signatures, soit les rendre anonymes, comme c'était le cas avant? Moi, je trouve que d'enlever l'anonymat du vote, c'est quand même un truc très embêtant. Bon, je sais bien que quand ils sont à la Chambre, ils votent de façon tout à fait officielle. Mais ça, c'est parce que l'électorat doit savoir ce que les gens ont voté. Mais là, il me semble que c'est encore une fois de plus une manœuvre pour protéger la classe administrativo-politique qui nous dirige, quoi. Elle veut pouvoir coincer les gens qui auraient donné leur signature à Zemmour. Donc il me semble que là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une atteinte à la démocratie. Ouais. Et alors, ce qui peut peut-être provoquer un éventuel basculement, c'est le fait que les élites du parti Les Républicains ont déclaré, alors ça c'est plutôt malin je pense de leur part côté stratégique, ils ont déclaré que il n'y aurait pas de sanctions pour les élus Les Républicains qui il n'y aurait pas de sanctions. Vous savez, j'avais un vieil ami moi qui était dans la politique, après avoir été dans la police et des choses comme ça, il disait toujours moi je pardonne toujours, mais je garde mes fiches à jour. Par là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions. Si vous croyez à ça, vous êtes bien jeune. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions, mais ils ne seront plus sélectionnés à rien du tout. Oui, c'est possible. Mais après, stratégiquement parlant... bien sûr qu'ils vont le dire. Leur candidate, qui est Valérie Pécresse, a quand même plus de chances d'accéder au second tour s'il y a Zemmour dans l'équation. Parce que je pense que sinon, Marine Le Pen fait automatiquement plus de 20% et ça va être plus compliqué pour eux d'accéder au second tour. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux peut-être d'accéder au deuxième tour dans tous les cas de figure, parce que elle est à peu près aussi intéressante que l'était Bertrand ou que l'était... comment il s'appelait le gars, il y avait Barnier, il y avait Bertrand. Barnier, Bertrand, etc. Bon ils sont dans un ennui foudroyant. Oui. Et elle a rempli toutes les cases. Elle a été jeune américaine. Ouais, Young Leaders. Young Leaders of America ou of Europe, je sais pas quoi. Puis elle a été aussi dans toutes ces grandes réunions internationales où Bilderberg, etc. Il n'y a pas une case qu'elle n'a pas cochée. Et comme elle avait toutes ces cases, elle a été cochée avant par Macron. Et sans doute aussi par Sarko, etc. Donc vous vous dites, on sent déjà la personnalité révolutionnaire qui arrive, quoi. Ouais. Le but, justement, avec tout ce qui est signature, tout ce qui pourrait apparaître aussi à l'avenir comme le vote par correspondance, c'est fait justement... Je ne sais plus quel politologue disait que le vote par correspondance était très bien parce qu'il empêchait le triomphe populiste. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le vote par correspondance, on sait qu'il est beaucoup plus social-démocrate que... Non, ça permet la fraude. ça permet la fraude, donc ça permet de faire voter tous les petits vieux, tous les hôpitaux, tous les couvents, etc. comme il faut, quoi. Ouais. Voire même les morts. Voir les morts, ça c'est assez classique, mais ça se pratique
Ce que me disait un homme qui est venu ici, il disait que dans le fond, ce qui se passait aussi, c'est que de plus en plus, comme les municipalités étaient tenues par des espèces de clans qui se rapprochaient pas mal d'une mafia, les gens qui ne faisaient pas partie du clan ne venaient plus voter parce qu'on savait très bien que s'ils votaient, ils votaient contre. Donc ils ne voulaient pas être vus par celui qui allait être leur édile, leur maire, comme ayant voté contre lui. Le maire savait que s'il venait voter, il savait que c'était pas pour lui. Donc on sent que la démocratie, l'expression du vote du souverain est en train de gagner des points, quoi. On sent que le but de notre classe dirigeante, c'est de demander au peuple ce qu'il veut vraiment. C'est ça qui les tracasse. Il est très motivé, ouais. Ils sont très très motivés, quoi. Comment empêcher cet animal de parler? C'est ça tout leur travail. Et alors justement, dans la continuité de cette ligne directe du respect du peuple par nos élites, Emmanuel Macron, donc on y vient, a déclaré dans une interview aux Parisiens que, je cite, il avait envie d'emmerder les non-vaccinés et qu'il allait continuer de le faire. Il a même évoqué l'absence de citoyenneté pour cette partie-là de la population qui correspond environ à entre 5 et 6 millions de Français adultes. Alors déjà, comment vous avez réagi à cette déclaration? Ça m'a pas surpris du tout. Ouais. Parce que j'ai essayé de le dire de façon imagée, si je peux, mais il y a quelques années, j'étais avec un vieux rabbin. Je vais peut-être raconter l'histoire, j'en sais rien. Je l'ai raconté ou pas, non? Je crois pas, ça me dit rien. Un vieux, ça vous dit rien, bon. Parce que vous savez, à partir d'un certain âge, on commence à raconter ses souvenirs de guerre et on a le droit de se répéter, quoi. Oui, bien sûr. Donc, si vous l'avez déjà entendu, vous passez à autre chose, hein, vous allez prendre un café. Mais donc, j'étais avec un vieux rabbin qui en parlait de la continuité des évangiles, entre les évangiles et la civilisation juive. Vous savez, c'était un truc. Il m'a dit, ouais, il ne faut pas exagérer avec ça. Parce que dans les évangiles, il y a un moment où le Christ s'en va, il se balade dans la campagne, il n'y a rien à bouffer. Et il se retourne et il voit tous ces gens qui le suivent, qui sont le peuple, hein, qui sont les petits gens, qui sont C'était pas les pharisiens qui le suivaient, et il n'y avait rien à bouffer. Donc il se retourne et il les regarda, il les aima, dit le texte. Et donc, me disait le rabbin, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait un dirigeant qui aimait les petits gens. Parce que jusque-là, dans l'histoire, et même après, les dirigeants avaient toujours peur du peuple. C'était si vous voulez, de la population, des émeutes, etc. C'était quelque chose de dangereux, le peuple-là. Le Christ les aima. Et après ça, dans toute l'histoire de la chrétienté, surtout du roi de France, par exemple, le roi de France, si vous voulez, il aimait son peuple, et son peuple, quelque part, l'aimait en retour. C'était une espèce de relation symbiotique entre le peuple et le roi, quoi. Mais le roi aimait le peuple. Et il dit c'était un truc tout à fait étonnant du christianisme. Et quand Macron est arrivé, je me suis dit, ce gars-là n'aime pas le peuple, n'aime pas la France, n'aime pas le peuple français. C'était évident. Et il y a eu de multiples preuves de cette absence d'amour qu'il avait pour le peuple. Quand il dit traverser la rue, quand il dit il y en a eu 25, donc là c'est pas. Et donc je me rends compte que cet homme pense à gouverner, dans le fond, pense que gouverner, c'est diviser les Français les uns contre les autres. Et il s'est dit j'ai besoin d'un bouc émissaire, parce que mon histoire de la façon dont je traite le Covid, ça marche pas du tout. On va dire que tout ça passe mal à cause des 5 ou 6 millions qui refusent de se faire. On les traitera comme des boucs émissaires, et donc je vais essayer de recréer le groupe de ceux qui se sont fait vacciner, des bons moutons, et de leur désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est ceux qui ont refusé de se faire. Mais c'est une manœuvre de la part d'un roi de France qui est basse. C'est-à-dire, c'est d'aller vers la division du pays, quoi. Effectivement, on peut être un mauvais dirigeant, mais aimer son peuple, aimer son pays. Louis XVI aimait la France, quoi. Oui, je pense aussi. Napoléon l'aimait pas, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est votre opinion. Je sais pas, en vrai. Mais effectivement, on sent pas cet attachement charnel chez Emmanuel Macron. On sent que déjà la France, fondamentalement, c'est pas son monde.
Non, d'abord c'est dans son monde, et puis il a dit, par exemple, je ne sais plus quand il l'a dit, mais enfin il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Il y avait des cultures en France différentes, mais qu'il n'y avait pas de culture française, si vous voulez voir. S'il y a toujours eu quelque chose d'extraordinaire en France, c'était justement l'attachement de la classe dirigeante à la culture, à la littérature. Lui, pas du tout. Il n'est pas intéressé. Quand il dit que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, vous dites, mais l'armée a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, mais vous vous dites, mais qui est-il pour dire ça, quoi? Donc, quelque part, il y a chez lui... Je dirais, sans vouloir porter de jugement, mais je vais le dire quand même, il a une âme basse. Je crois qu'il a une âme basse. Il pense que gouverner, c'est faire des saloperies. C'est possible. Il a peut-être aussi... je sais pas s'il a une âme basse à la base. Peut-être qu'il a été aussi un petit peu corrompu par le pouvoir. Mais... Comment dire, c'est quelqu'un qui a eu pas mal ce genre de phrases choc, notamment au début de son mandat, et qui récemment, que ce soit dans son interview à TF1... Que vous avez eu le courage de regarder du début à la fin. Oui, et même l'after. Oui, c'est vrai, vous avez même écouté les commentateurs. Oui. Les apathies et compagnie, je me dis quel boulot fait-il le pauvre garçon. Et ou pareil dans ses vœux de fin d'année, pour le coup j'ai pas regardé, mais apparemment il disait... Vous étiez malade. Oui, j'étais malade, et puis enfin, je sais pas si même ne l'étant pas, j'aurais regardé. Mais il semblait vouloir s'excuser un peu pour ses petites phrases, s'excuser d'avoir choqué. Il se voulait d'un seul coup très mielleux, très rassembleur. Et là, d'un coup, au milieu de nulle part, il nous déclare qu'il a envie d'emmerder certains Français, alors que, je veux dire, en tant que président, il est censé être le président de tous les Français par définition. Donc ça m'a quand même un petit peu étonné. Et on est en train de créer un délit de non-vaccination. Voilà autre chose, quoi. C'est un délit de non-vaccination, mais je croyais pas que ça pouvait exister, ce truc. Derrière, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a surenchéri en disant qui emmerde qui. Alors c'était quand même osé de sa part de dire qui emmerde qui, parce que les mecs, ils ont pas le droit d'aller au cinéma, ils ont pas le droit de se prendre un café, ils peuvent quasiment rien faire, ils peuvent pas aller à la salle de sport, etc. Et ensuite, on a un gouvernement parfaitement incompétent qui ose nous dire qui emmerde qui. Vous savez, je crois qu'on est dans un monde très curieux. C'est qu'autrefois, quand quelqu'un devenait le roi de France, il y avait une espèce de manteau qui tombait sur lui, qui en faisait quelque chose de plus que l'individu qu'il était. Bien sûr. Et Pompidou avait parlé de cette espèce de poids qui lui était tombé dessus quand il était devenu président. Et d'ailleurs, il avait demandé à tous ses amis de cesser de le tutoyer. C'était simplement par respect pour la fonction qu'il exerçait à ce moment-là, quoi. Et j'avais trouvé ça assez noble de sa part. Ça veut dire qu'il avait senti ce poids tomber sur ses épaules. J'ai pas l'impression. Lui, je pense qu'il pense qu'être président de la France, c'est être comme, je sais pas, secrétaire général de Saint-Gobain, ou c'est une fonction auquel il est arrivé, mais ça n'a pas un côté mystique. Ouais, carrément. Ça n'a pas un côté qui le dépasse, ça n'a pas un côté qui le transcende. Non, au contraire, ça a l'air très léger comme fardeau. Ça a l'air très léger, et la façon, il va essayer de montrer qu'il est capable de continuer à le faire sans en avoir la capacité. Et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que un jour j'étais avec un homme qui s'était présenté à l'élection présidentielle il y a quelques années, qui n'était pas plus mauvais qu'un autre, et qui m'avait dit, mais enfin ce qui m'étonne le plus, c'est que tous ces gens-là qui se présentent, à aucun moment ne se posent la question de leurs compétences. Parce qu'il me disait, moi j'étais terrassé à l'idée que oui, on se dit peut-être que je vais prendre la place de quelqu'un qui aurait été plus fort que moi. Et est-ce que j'ai en moi la capacité de faire ça, quoi? Est-ce que j'ai en moi la capacité de prendre des décisions qui peuvent être épouvantables, extraordinairement difficiles à prendre? Non, pas du tout. Ils sont tous persuadés qu'ils en sont capables. Mais je trouve ça foudroyant, moi, parce que quelles que soient les capacités intellectuelles que vous avez ou vous n'avez pas, comme le disait Richelieu, gouverner un royaume, c'est se condamner à la damnation. C'est-à-dire que vous devez prendre des décisions qui vous condamnent à la damnation, quoi.
Et moi, je suis stupéfait de cet engouement pour la fonction, sans même se poser des questions. Est-ce que j'en ai la carrure? Bah, c'est peut-être justement à force de voir un personnel politique extrêmement mauvais et justement qui ne se pose pas la question, peut-être qu'on se dit Pourquoi pas moi? tout le monde est tellement mauvais que finalement je suis pas plus mauvais qu'un autre et du coup Oui, peut-être mais pourquoi ça, pas moi. je veux bien qu'on se dise ça. Ouais, bah, après tout, ils sont tous nuls. Et moi, mais y aller en sachant qu'on est nul, c'est quand même se foutre du monde, non? Ouais. Après peut-être qu'il pense qu'il est très bon, hein. On sait pas. Il nous présente deux trois courbes. Il nous dit regardez la croissance de cette année, elle est fantastique, c'est génial. On en a parlé ici sur Ouais. le PIB et les salopes, ce que c'était que le PIB. Mais à ça, il n'y a que deux réponses, si vous voulez. Soit il croit ça et il est vraiment nul, soit il ne le croit pas et c'est un salopard. Il est en train d'essayer de nous vendre une huile pour faire repousser les cheveux, quoi. Ouais. Il y a peut-être un petit mélange des deux. Mais ce qui m'a. Moi, j'ai été stupéfait de cet appel à la recherche du bouc émissaire. Vous connaissez les thèses de René Girard, si vous voulez, que quand il y a un pays, une ville, un État, n'importe quoi qui est divisé contre elle-même, eh bien à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est identifier un bouc émissaire. Dans le temps, les Juifs faisaient l'affaire, ou les étrangers, ou n'importe qui, les gars qui étaient là. Et de façon à ce que tout le monde leur tombe dessus et on se refasse l'unité sur le dos du bouc émissaire. Oui. Mais ça, c'est une manœuvre de recherche du bouc émissaire, mais qui crève les yeux. Et c'est odieux de créer ça contre une partie du peuple français. Ouais. Déjà, c'est odieux si on le faisait sur des étrangers. On dit les étrangers n'ont rien à faire ici, bon, peut-être. Mais là, contre une partie du peuple français, c'est vraiment... Surtout que il a rien fait depuis le début de son quinquennat pour emmerder la racaille, pour emmerder les immigrés qui sont là illégalement, etc. En revanche, là, d'un seul coup, on a des gens qui, je pense, ont une révolte qui est peut-être pas la plus intelligente, mais qui est saine. Je pense que c'est sain d'être révolté. Et ce qui apparaît mais on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr. Et on a le droit, qu'il s'agit de votre propre corps, de ne pas vous faire, vacciner. Et si vous réfléchissez une seconde, on dit que les gens qui sont vaccinés, donc 90% de la population, les gens sais rien, quand ils attrapent la maladie comme les autres. Donc d'abord, on peut se poser des questions sur ce que c'est que ce vaccin, mais que c'est beaucoup moins grave pour eux que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Ouais. Je n'ai pas vu les statistiques, je ne réussis pas à les avoir, donc j'imagine que c'est vrai. Imaginons que ce soit vrai. À ce moment-là, les gars qui refusent d'être vaccinés, ils ne prennent un risque que pour eux-mêmes. Bien sûr. Et donc, quel droit leur interdit-on? Bien sûr. Mais c'est ça qui est très frappant. Et d'ailleurs, il y a quand même une large partie de la population, pas une majorité, mais environ 40-45%, je sais plus, qui approuvent quand même cette petite phrase de Macron sur les non-vaccinés. Notamment la tranche d'âge où ça devient majoritaire, c'est les plus de 65 ans. Donc c'est ceux Tous les pétainistes, c'est ceux qui ont peur pour leur propre santé. Mais j'ai envie de leur dire, mais prenez autant de doses que vous voulez. Mais jamais un non-vacciné, du fait qu'il est non-vacciné, ne vous mettra en danger vous. C'est une question de responsabilité individuelle. Au départ, la question pouvait se poser. Parce que je veux dire, si vraiment on a une maladie qui nous fout l'hôpital vraiment dans un bordel monstre, c'est la peste noire. La fonction publique arrive très bien à foutre l'hôpital dans une merde noire. On Oui. n'a pas besoin de la peste noire. Bah oui, On a les gars qui sortent de l'ENA, ça suffit. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, je sais plus quel est son rôle. Je me demande si elle n'est pas députée, ou je sais plus. Aurore Berger, qui a changé de poste je sais pas combien de fois dans l'administration, qui est donc une membre de la majorité, nous dit que en fait le but c'est pas d'avoir suffisamment de gens, enfin suffisamment de lits pour accueillir des gens à l'hôpital. Le but c'est de réduire le nombre de lits et de réduire aussi le nombre de réa. C'est-à-dire même s'il y a 10 000 personnes qu'il faut entuber, et ben en fait ce qu'il faut faire c'est pas mettre 10 000 lits, c'est en fait absolument tout faire pour empêcher les gens de se faire entuber. Et bon, c'est ce que je dis, le but de cette administration, c'est qu'il n'y ait plus ni malades, ni hôpitaux, ni médecins. Oui. Il y a une administration des hôpitaux quand même.
Mais d'ailleurs, quand on remarque les membres du parti La République En Marche dans tous les plateaux télé en ce moment, en fait, ils vous expliquent que il y a des gens dans l'hôpital, du coup, il faut ce fameux pass vaccinal, et du coup, ça justifie le truc comme ça. Il y a des gens à l'hôpital, donc il faut. Mais à ce moment-là, ça marche sur absolument tout, et les restrictions n'ont pas de potentielle limite. On peut vous mettre 8 doses, 16 doses, 33 doses. Et ça pose une question de droit public qui est tout à fait essentielle, c'est est-ce que tous les droits constitutionnels de liberté, justement, de se faire vacciner, de bouger, d'aller à la messe, d'aller au cinéma, de réunion, toutes ces libertés qui sont profondément constitutionnelles sont abolies par une épidémie. Une exigence sanitaire. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun texte qui le justifie. Il n'y a pas de principe absolu. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pourrais le comprendre si c'était la peste noire. Ou la grippe espagnole, ou les gens de 25 ans espagnole. Et aussi vraiment, ce pass était efficace et permettait vraiment de rompre toute la chaîne de contamination, mais c'est pas le cas. C'est une question de responsabilité individuelle. On va sans doute être... j'essaye justement d'être... On va sans doute être bloqué de cette émission, risque de ne pas passer. Vous savez, ça, ou alors d'être enlevé très rapidement. C'est un risque. Parce qu'on fait preuve de mauvais esprit, là. C'est un risque, effectivement. Je ne sais pas où se situe la limite de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Il y a des trucs qui passent, des trucs qui passent pas. On va dire, il faut dire ça. On est ébloui par la capacité, par le traitement, par exemple, que la Suède a fait pour les Suédois. Pour la France, on a un peu plus de doutes. Mais pour la Suède, on est très content. Oui, voilà. Résumé, on est content pour la Suède. On a un petit peu plus de retenue pour ce qui se passe en France. Voilà. On va dire les choses comme ça. On est un peu plus sceptique sur ce qui se passe en France. Mais donc oui, c'est compliqué de faire ces émissions à chaque fois d'actualité, de pas évoquer le sujet, parce que c'est quand même en ce moment la plus grosse part de l'actualité. Ils veulent que ce soit ça, de façon à ce qu'on arrive aux élections et qu'on ne vote que sur ça. Tout à fait. Ça, on peut en parler, je pense. sans dire quel est le sujet, on va évoquer quand même la chose. Effectivement, Emmanuel Macron s'en sert pour qu'on parle que de ça. C'est très efficace. À chaque fois, on nous balance une nouvelle variation, etc. Et on nous dit, regardez, c'est horrible. Du coup, tous les vieux se disent, c'est horrible. Et donc, on ne parle que de ça. Et ceux qui sont le plus dans la surenchère sécuritaire dans ce domaine-là, parce que le sécuritaire dans les autres domaines, c'est un petit peu trop facho. Mais dans ce domaine-là, ça passe très bien. Et Emmanuel Macron en profite. Il y a aussi quelque chose qui est passé très très bien dans le public, à mon avis, c'est deux choses. C'est qu'on ait donné la Légion d'honneur à Madame Buzyn. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même un doigt d'honneur d'anthologie fait à tout le peuple français. Oui, j'ai oublié d'en parler, oui. Et la deuxième chose, c'est le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Alors, ça, là aussi, c'est un deuxième doigt d'honneur incroyable. Donc, on se rend compte que cet homme, dans le fond, n'en a strictement rien à cirer de ce désir de rester français qui semble être quand même quelque chose auquel les Français sont assez attachés, quoi. C'est ce drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Mais j'ai cru vomir, quoi. Alors sous l'Arc de Triomphe et donc sur la tombe du soldat inconnu, par-dessus. Et puis aussi d'autres monuments éclairés. Je passais encore hier devant la Tour Eiffel le soir. Elle était éclairée en bleu avec les étoiles au centre. Donc ça, qu'est-ce que ça vous a évoqué immédiatement Mais ça m'a évoqué qu'on nous explique, je crois que dans tous les... J'ai écrit des papiers, j'ai même écrit un livre sur le retour de la nation, comme un constituant indispensable d'une démocratie. Mais eux, ils sont lancés dans leur espèce de souveraineté européenne, et ils nous la feront avaler. S'ils restent au pouvoir, on y aura droit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est assez extraordinaire, c'est de voir que quoi que le peuple dise, quoi qu'il fasse, que le mécontentement, etc., ils sont sourds, ils sont autistes, ils ont leur projet, ils n'en démordront pas. Et c'est tout aussi vrai de Mme Pécresse. Hein.
Ah oui, bah ça évidemment, bah Pécresse, C'est pareil, hein. elle a un petit peu critiqué cette histoire de drapeau européen flottant sous l'Arc de Triomphe, mais enfin bon, fondamentalement, qu'est-ce que c'est la différence entre Pécresse et Macron? D'ailleurs, Ça doit être un de sortie dans l'ENA. Ouais. À mon avis, Macron a dû sortir un peu mieux, mais j'en sais rien. Mais... Peut-être, éventuellement. Mais je voudrais reparler de Pécresse dans 2-3 minutes. Mais moi, ce qui m'a marqué, en fait, symboliquement, avec ça, c'est que donc, Emmanuel Macron donc la France, en fait, va présider l'Union européenne pendant 6 mois, à compter donc du 1er janvier dernier. Et là, en fait, j'ai pas l'impression que c'est la France qui va présider l'Europe, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on va repeindre les institutions européennes avec un petit peu de bleu, blanc, rouge. C'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que c'est l'Europe qui va présider la France, en fait. Pour moi, il a totalement inversé, en fait, le principe même de la chose. On n'a pas du tout l'impression qu'il va se servir de cette présidence pour impulser quelques intérêts français au sein des institutions européennes. Au contraire, j'ai l'impression qu'il va faire absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire perdre encore des pouvoirs à la France. Donc Oui. c'est très curieux. Cette espèce de... Quand on regarde cet homme, on se dit que dans le fond, il déteste la France. Il a une espèce de discours qui est européen, la souveraineté européenne, qui est un oxymore. Une souveraineté européenne, ça ne peut pas exister, puisque la souveraineté, elle appartient au peuple et qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc c'est un truc qui ne peut pas exister, qui est encore une histoire d'en même temps. Donc ce type a une pensée confuse, c'est évident, il ne pense pas clairement, et en même temps, une détestation pour les petites gens. Et c'est ça qui me surprend le plus, c'est que moi, j'ai souvent détesté telle ou telle personne de la classe dirigeante. Mais je n'ai pour ainsi dire jamais détesté dans ma vie des gens qui avaient des vies difficiles, qui se battaient en dessous, qui essayaient d'élever leur famille, etc., qui faisaient partie des... Et chez lui, je trouve ça très étonnant, ce mépris et cette détestation pour Jean Valjean, quoi, pour le petit gars qui essaye de faire son boulot, qui essaye d'être honnête, qui essaye d'être... Et ça me laisse... Et je ne peux pas croire que le peuple, dans son tréfonds, ne va pas le sentir au moment des élections. Que ce type n'aime ni le pays, ni le peuple, ni la France. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Il n'aime que lui. Très, très détesté, mais il joue quand même... il profite quand même d'une arithmétique électorale qui fait que, arithmétiquement, il ne peut pas être dépassé par la gauche. Il n'y a pas suffisamment de gens. Et il n'y a pas un candidat qui ressort en plus. Enfin, peut-être Mélenchon, mais pas plus de 15% pour le moment, ça c'est très clair. Et du côté de la droite, on voit aussi qu'on est divisé parce que Marine Le Pen, elle ne va pas plaire à une certaine bourgeoisie. Valérie Pécresse, bon déjà zéro confiance dans le personnage, mais en plus de ça, ça me semble compliqué pour elle, peut-être que c'est la seule qui pourrait battre Macron, mais j'ai franchement tellement peur de ce que ça pourrait donner que je sais pas trop quoi en penser dans le cas d'un second tour. Et on a Éric Zemmour qui apparemment n'arriverait pas au second tour pareil à le battre. Peut-être que s'il parvenait à condenser toute la haine anti-Macron comme François Hollande a réussi à le faire contre Sarkozy en 2012, peut-être que ça peut passer, mais enfin ça me paraît quand même complexe. Et pour rester sur Valérie Pécresse 2 minutes, là elle nous fait du en même temps absolument remarquable. Donc il y a 2 jours, elle nous dit qu'il fallait casser les ghettos pour refaire du vivre ensemble. Donc l'expression de ghetto, soit dit en passant, ça signifie que c'est la faute de l'État si les banlieues sont dans l'état dans lequel elles sont et non pas à cause des éventuelles populations qui y vivent. Or, quand on a une même cité à un moment donné et qu'on y fout toute l'immigration, qu'elle s'y fout par la force des choses, par le prix de l'immobilier, etc., on voit qu'en quelques années, ça devient pourri, les populations d'avant vont ailleurs. Il ne faut pas oublier que le ghetto, au départ, c'était le quartier juif à Venise. C'est pour ça s'appelle ghetto. Et que les juifs se mettaient dans leur quartier pour être protégés contre les Vénitiens. Parce que comme ça, ils fermaient la nuit, les autres ne pouvaient pas rentrer, etc. Donc,
On dit on peut pas aller dans la Seine-Saint-Denis, mais peut-être ils sont très contents, eux, d'être entre eux. Oui. Ils sont très contents d'être entre eux parce que ils font régner leurs coutumes, leurs droits, leurs habitudes, etc. Donc ces ghettos sont peut-être pas complètement involontaires. Pas du tout. Il y a énormément de gens qui vivent dans ces banlieues et qui n'ont pas envie d'en sortir. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est noté par certains psychologues ou sociologues qui s'intéressent un petit peu à la question. C'est, par exemple, il y a un phénomène qu'on observe souvent, c'est quand un mec de banlieue trouve une fille, un critère pour rester avec elle, c'est qu'elle accepte de venir vivre chez lui, donc chez sa mère en fait. Donc il n'y a pas de... Enfin, il y en a évidemment beaucoup qui ont envie de s'en sortir, mais il y a une population massive, je ne sais pas si elle est majoritaire, mais en tout cas elle est massive, qui a envie de rester là, parce qu'ils sont bien là, entre eux, ils se connaissent, ils se ressemblent, et par conséquent ils n'ont pas envie de donc faire partie de la quelque nation. part c'est un refus de l'assimilation de leur part, encore une fois. Carrément. Donc c'est-à-dire qu'encore une fois on met la responsabilité de l'existence de ces ghettos sur nous. Mais, si j'ose dire, quand Zemmour est arrivé avec sa famille d'Afrique du Nord, il vivait dans ce qui sont aujourd'hui des ghettos, mais lui, il est devenu français. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi lui, il est devenu français et les autres ne le deviennent pas? C'est qu'il y a quelque chose qui a loupé dans l'éducation, dans l'habitat, dans je sais pas quoi, mais c'est pas normal. Et lui vivait son enfance là-bas dans les années 60, et il nous raconte que c'était génial. C'était très gai. Donc voilà, on se demande bien ce qui a changé. Moi, j'ai 2 ou 3 indices, mais enfin bon, ça n'engage que moi. Donc Valérie Pécresse nous donnait ça comme information il y a 2 jours, et alors ce matin, elle nous dit qu'elle veut ressortir le Karcher de la cave. Donc pour reprendre le vocable sarkozien de l'an 2007, de l'an de grâce 2007. Alors, soit dit en passant, encore une fois, le Karcher n'a jamais été sorti de la cave, donc il ne peut pas être ressorti, déjà. Et puis, je trouve ça absolument... Vous savez, c'est ce qu'on avait dit... de sa part je crains qu'avec Valérie Pécresse, ce soit comme avec Sarkozy, parce qu'il nous avait dit on va avoir le Kachner, et on avait eu le Kouchner. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le grand virage à gauche de Sarkozy dès le premier jour de sa présidence. Il nous avait collé le Kouchner et toute une série d'anciens bras cassés de la gauche. Donc, si Madame Pécresse recommence à parler du Kachner, je crains le retour de Kouchner. Oui, en plus de ça, il n'a pas eu sa place chez Emmanuel Macron, même s'il aurait peut-être bien aimé l'avoir, parce qu'il est totalement dans l'esprit du truc. Mais effectivement, faut pas oublier que Nicolas Sarkozy nous fait une campagne qui n'est pas très identitaire en 2007, mais qui est assez conservatrice, notamment dans un but très anti-68 art. Et très ordre. Très ordre. Il faut que les gens respectent la loi. On refait la nation, on refait un pays solide, et on part plus dans le délire libertaire de 68 et après. Donc ça, c'était évidemment sous l'impulsion de la doctrine un petit peu Buisson. Et dès qu'il arrive au pouvoir, c'est l'ouverture. Alors directement, on va se faire copain avec Bernard Kouchner, qui est un ancien 68ard, avec comment s'appelle-t-il, avec BHL. Enfin bref, c'est l'exact opposé de ce qu'il avait promis pendant sa campagne. C'était tous les copains de sa nouvelle épouse. Et donc, comme disait Chirac, et Pécresse se revendique beaucoup de lui, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc il ne faut pas oublier ça avec Valérie Pécresse. Elle va nous faire pas mal de coups de regarder comment je suis autoritaire, etc. Il ne faut pas oublier que son premier grief qu'elle fait à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas fait au final sa réforme des retraites. Donc quelque part, elle se veut encore plus macroniste que Macron. Donc moi j'ai aucune confiance en cette femme, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont authentiquement de droite, et j'en connais, qui veulent voter Valérie Pécresse. Ça me désole vraiment, parce que je vois pas comment on peut avoir confiance en cette femme. Ce qui est admirable avec la droite, c'est qu'elle n'apprend jamais. Parce que ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'elle est trahie par chacun de ses champions, et dès qu'on lui en présente un qui est la copie du champion précédent qui les a trahis, avant, etc.,
ils se précipitent en poussant des cris de bonheur parce qu'ils ont enfin quelqu'un de droite pour lequel ils peuvent voter. C'est ça. Mais s'ils ne veulent pas voter pour des gens de droite, mais qui n'aillent pas voter, quoi. Oui, ou alors voter Macron directement, je veux dire. Votez Macron directement, soyez cohérents, d'accord, soyez cohérents. C'est ça. Soyez cohérents. Ne vous faites. Moi, j'ai tellement de mes amis, soi-disant à droite, qui me disent tout le temps, mais pour qui voter? Je leur dis, je ne sais pas pour qui tu dois voter, mais je sais pour qui tu ne dois pas voter. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Oui, c'est difficile, mais c'est un vote réflexe et c'est un vote de. C'est pas vraiment un vote de conviction, mais c'est ce que j'appelle un vote de dîner en ville. Ouais, c'est-à-dire carrément. que si vous ne vous dites pas que vous allez voter pour Pécresse, vous n'êtes plus invité à un seul dîner en ville. Et ça, c'est insupportable. Ouais, carrément. C'est terrible, ça. C'est le vote du dîner en ville. C'est dès que ça parle un petit peu politique à la table, évidemment, personne n'y connaît quoi que ce soit. Mais on sait que tout ce qui se situe à droite de Valérie Pécresse, c'est immonde. Tout ce qui se situe à gauche de Macron, c'est vulgaire. Et donc, on a un choix à la fin entre Macron et Pécresse. On vote pour un fonctionnaire de plus. C'est ça. Donc, on est ramené au problème précédent. On est ramené au problème précédent. Enfin, de toute façon, on est assez souvent dans l'étude des problèmes ramené au problème précédent, et ça fait qu'il ne faut pas avoir une pensée purement sur l'actualité. Il faut avoir un petit peu de recul et vouloir revenir. Mais c'est-à-dire que si on ne fait pas un vote de rupture cette fois-ci, on est foutu. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que tous mes aînés nous disent qu'à chaque fois, c'est la dernière fois et que peut-être. Je crois pas l'avoir jamais dit. Non, j'ai tendance à le croire. Je pense que vous avez toujours dit que ce serait 2022, mais en tout cas récemment, je sais pas ce que vous disiez avant, mais. Avant, je me désespérais, mais sans sortie cataclysmique, quoi. C'est-à-dire que c'était pas, si j'ose dire, c'était pas le Liban qui nous attendait. Parce que si on vote cette fois-ci, ils auront le Liban. Moi, j'ai bien connu la classe bourgeoise des dîners en ville à Beyrouth. Et il y a 40 ans, si vous voulez, on leur disait déjà ce qui allait se passer. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et ils n'y croyaient pas. Donc, que les gens qui nous écoutent sachent que ce qui nous attend, c'est les dîners en ville à Beyrouth, il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Voilà, je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus, sur ce message. Faites attention à vos dîners en ville et n'hésitez pas à incarner la rupture. C'est dommage de ne pas avoir dit ça juste avant Noël et le Nouvel An, parce que c'est bien le moment où on peut foutre le bordel à table et je trouve ça très drôle, moi. Mais enfin bon, je pense que vous aurez d'autres occasions de le faire. Peut-être avec des amis ou avec des collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à foutre le bordel en dîner en ville, parce que de toute façon... Si vous n'êtes plus invité, c'est que vous êtes dans le vrai. Oui. De toute façon, on peut aussi faire des dîners en ville entre nous, hein. Vous savez, là, il n'y a pas de problème non plus. On se retrouve de plus en plus physiquement, je trouve, notamment ma génération, donc je trouve ça très bien. Et on pourra faire à ce moment-là, à l'avenir, nos dîners en ville à nous. Donc je vous remercie d'avoir été attentif lors de cette émission. Je suis très content de démarrer cette année 2022 sur les chapeaux de roue avec Charles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Et merci beaucoup.